Radioactif, le podcast de l'Andra. Demain, dans 1000 ans, la série qui explore la mémoire sous tous les angles. Dans cet épisode, je m'intéresse à la problématique des supports. Pour transmettre nos connaissances aux générations futures, il faut que ces supports soient pérennes. Aujourd'hui, lesquels utilisons-nous ? Lesquels sont les plus durables ? Au temps du numérique, le papier est-il toujours d'actualité ? Pour répondre à ces questions, je suis allé discuter avec deux expertes. Denise Ricard, ingénieure matériaux organiques à l'Andra, et Melpomene Dimopoulou, post-doctorante au laboratoire I3S CNRS. Elle travaille sur le stockage numérique à long terme. Commençons par le papier. Le papier ordinaire se dégrade trop rapidement. C'est pourquoi Denise Ricard travaille sur le papier permanent, un papier conçu pour les archives. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, j'étais avec moi pour parler notamment du support de stockage papier et du papier permanent. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est que le papier permanent et qu'est-ce qu'il a de différent finalement du papier, entre guillemets, normal ? Le papier permanent, c'est un papier qui est plus durable, c'est-à-dire qu'il va durer plus longtemps qu'un papier normal, parce qu'il y a certaines caractéristiques qui lui donnent une durabilité plus grande et aussi des composés chimiques qui sont ajoutés pour que ces papiers durent plus longtemps. Donc, il y a un certain nombre de caractéristiques que ces papiers doivent avoir. Par exemple, il faut que ces papiers aient une résistance à déchirure spécifique, c'est-à-dire qu'on va essayer de les déchirer, il faut avoir une résistance particulière. Et puis après, il y a des composés qui sont ajoutés, notamment des grains, des charges calciques. C'est des composés qui vont en fait réagir avec certaines substances qui vont être formées par la dégradation de papier. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des petites molécules qui se forment dans le temps par la dégradation de papier. Et ces charges internes vont réagir avec ces petites molécules et donc empêcher pendant un certain temps que le matériau se dégrade. Finalement, on lutte contre la dégradation du papier. Ouais. Quels sont les facteurs qui vont causer cette dégradation ? Dans quelles conditions optimales on peut stocker du papier ? Les deux principaux mécanismes, en fait, c'est l'effet de la température, donc l'oxydation du papier dans le temps, et l'effet de l'humidité. C'est-à-dire que le matériau peut également se dégrader par l'effet de l'eau, de l'humidité de l'air. Et donc, ces deux paramètres sont les plus importants. Après, il y a des spécifications en disant quelles sont les conditions les plus appropriées pour la conservation du papier. Et notamment, la température, on doit avoir entre 16 et 23 degrés. C'est très précis. Oui. Et la humidité relative, on doit être entre 45 à 55%. D'accord. Et donc là, finalement, on travaille sur un papier plus durable, mais finalement, est-ce qu'on sait dire combien de temps il va pouvoir résister par rapport à un papier normal ? Qu'est-ce qu'on espère ? On espère qu'il dure quelques siècles, sans précision spécifique. Il doit être plus durable pour durer quelques siècles. Quelques siècles pour le papier permanent. Et qu'en est-il du côté des technologies numériques ? J'ai posé cette question à Melpomene Dimopoulou, qui nous présente ses recherches sur une solution innovante utilisant de l'ADN de synthèse. Bonjour. Bonjour. Je te propose de commencer simplement par regarder ce qui existe déjà. Quelles sont les solutions aujourd'hui pour essayer de stocker des informations numériques et plus précisément sur le long terme ? Alors, normalement, il y a deux supports qui sont principalement utilisés, et c'est la bande magnétique et il y a aussi le disque dur. Le choix de chaque type de support, de support de stockage, dépend largement au type de données qu'on va stocker dedans. Il y a des données qu'on appelle des données froides, alors des données qui sont très rarement consultées, peut-être jamais consultées pendant 2 années. Et il y a aussi les données chaudes qui sont consultées régulièrement. Alors, pour stocker des données froides, on utilise plutôt la bande magnétique parce que c'est un support avec plus de durabilité. Pour le stockage de données chaudes, on va utiliser plutôt le disque dur ou encore les SSD, peut-être les disques SSD. Sur une bande magnétique, donc, ce dont on se sert pour faire l'archivage, si j'ai bien compris, quelle durabilité on peut espérer si c'est stocké dans de bonnes conditions ?
Alors pour la bande magnétique, dans les meilleures conditions, on peut espérer à une durabilité de 20 ans maximum. Pour les disques durs, on peut espérer à une durabilité de 10 ans maximum. Alors c'est ça pourquoi, afin de garantir la fiabilité des supports numériques, il est nécessaire de faire migrer les données dans de nouveaux supports tous les 5 ans. D'accord. Alors, finalement, là, on touche à un point du numérique, c'est-à-dire qu'avant l'archivage, finalement, on mettait sur des papiers et puis peut-être en double, mais on pouvait le laisser très longtemps. Aujourd'hui, finalement, les supports sont peu durables, mais par contre, ils offrent la qualité d'être facilement copiables, si je comprends bien. Oui. Donc, on peut régulièrement faire des copies et préserver l'information. Mm-hmm. Mais ça veut dire que ça nécessite une action humaine derrière. Tout à fait, oui. Dans l'état actuel des choses, le papier semble mieux répondre aux exigences des archives. Loin de s'arrêter à ce simple constat, Denise et son équipe cherchent à améliorer la durabilité et mieux anticiper la dégradation des impressions papier. Retournons donc la voir pour qu'elle nous en dise davantage sur ses travaux de recherche. L'idée, c'est de vieillir artificiellement papier parce que s'il faut atteindre un vieillissement naturel, c'est pas possible. C'est un peu long. Et donc, il y a une étude qui est en cours actuellement, c'est avec une thésarde, Caroline Weber, qui est aux Arts et Métiers à Paris et aussi au Musée d'Histoire naturelle. Et donc, son étude, c'est de mettre le papier dans un système où il va être soumis à différentes températures plus élevées que les températures de stockage, par exemple 80-90 degrés, et des taux d'humidité aussi qui varient. Et donc après, on va suivre les caractéristiques du papier en fonction de ces températures et du temps. D'accord. Pour pouvoir donc suivre la dégradation, pour avoir des paramètres cinétiques des dégradations qui ensuite vont être intégrés dans le modèle cinétique pour pouvoir nous donner une estimation de la durée de temps. Et est-ce que ces expériences, vous les faites une fois sur un papier durable sur lequel vous travaillez et une fois sur un papier classique pour voir la différence? Oui. Il y a toujours un papier normal, je veux dire, et des papiers de référence, des papiers permanents qu'on utilise à l'Indra actuellement. Et puis aussi, on regarde d'autres papiers permanents, d'autres marques. Les papiers permanents, ils ont une norme spécifique, donc il y a plusieurs paramètres qui doivent respecter, mais il y a plusieurs marques. Donc là, jusqu'à présent, on parle beaucoup du papier, mais un des gros enjeux également, c'est l'encre. Pour l'encre, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas de norme. C'est-à-dire, on n'a pas, pour ne pas dire le nom, il n'y en a pas pour l'encre. Et aussi, il y a une autre problématique, c'est que l'encre, les formulations vont changer. Les fabricants vont changer après quelques années. On n'a pas le contrôle là-dessus. On n'a pas de contrôle sur la formulation de ces encres finalement. Et donc là, dans cette étude, on a pris quelques encres. D'abord, il faut les caractériser, il faut savoir ce qu'il y a dedans, parce qu'il y a beaucoup de secrets de fabrication. Et donc, on ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans. Et donc, d'abord, il faut caractériser ces encres. Et puis, également, faire des études, soit avec l'encre tout seul, et le couple papier et l'encre. C'est-à-dire qu'on va imprimer, on va faire des impressions, et puis ces papiers imprimés vont être également soumis aux mêmes conditions qu'on fait pour le papier permanent tout seul. D'accord. On a vu que donc une des méthodes était le vieillissement artificiel, mais finalement de ça, vous allez tirer des modèles numériques de vieillissement. Au laboratoire des Arts et Métiers à Paris, ils ont un modèle numérique pour les polymères. Le papier, à la base, c'est la cellulose, qui c'est un matériau polymère également. Donc l'idée, c'est d'utiliser ces modèles qu'on peut utiliser pour d'autres polymères pour également arriver à donner une durabilité. Mais là, on va acquérir des données sur le papier, donc spécifiques pour papier permanent. Par exemple, c'est des données cinétiques. On va établir, par exemple, la vitesse de dégradation dans une condition spécifique, par exemple à 90 degrés à 50 degrés, qui va nous permettre après d'extrapoler à la température dosage. Ok. Super. Bien, merci beaucoup d'être venu et de vous être prêté au jeu. Merci beaucoup, merci à vous. La recherche sur le papier permanent est donc toujours très active pour pousser son optimisation. Mais le numérique n'a pas dit son dernier mot pour autant. De nouvelles voies sont explorées.
Et c'est précisément sur une de ces nouvelles voies que Melpomene travaille au laboratoire I3S, de l'ADN pour stocker des informations numériques. L'ADN est une molécule très prometteuse et très compacte. Elle peut permettre une capacité de stockage qui est 1 milliard de fois plus que les disques durs et qui peut aussi garantir une longévité de centaines d'années, voire plus. Ce fait est déjà prouvé par les scientifiques qui ont réussi à récupérer l'ADN d'un mammouth emprisonné dans la glace arctique, qui est vieux de 40 000 ans. L'ADN est une séquence composée par 4 éléments constructifs, les nucléotides, et qu'on a l'habitude de désigner par les lettres A, T, C et G. D'autre part, l'information numérique s'est exprimée sous la forme d'une séquence binaire de 0 et 1. Alors, afin de stocker des données numériques dans l'ADN, il faut encoder l'information binaire sous la forme d'une séquence quaternaire composée par les symboles A, T, C et G. Après l'encodage, on va envoyer les séquences codées aux biologistes dans un laboratoire biochimique afin de la synthétiser sous la forme d'ADN. Alors, il est important de noter ici qu'on parle de l'ADN synthétique, alors de l'ADN qui est synthétisé au laboratoire. Comme cette molécule va juste contenir de l'information numérique codée, ça veut dire qu'il ne va pas contenir des gènes et alors il ne peut pas produire de la vie. Les brins d'ADN seront stockés dans des capsules très petites qui empêchent les contacts avec l'eau et l'oxygène et qui peuvent garantir un stockage fiable à long terme. Quand nécessaire, les brins d'ADN seront relus en utilisant des machines spéciales qui s'appellent séquenceurs. Et en utilisant la procédure inverse de celle du codage, il est possible de récupérer les données numériques ainsi stockées. Et cette procédure, est-ce qu'elle va détruire l'ADN ? Oui, quand on va lire l'ADN, on va détruire le support. Par contre, ce qui est important à noter, c'est qu'en général, la procédure de séquençage est sujette aux erreurs. Et c'est ça pourquoi, en général, quand on va coder l'information, il y a la nécessité d'ajouter un peu de redondance. Comme ça, on peut avoir quelques corrections d'erreurs peut-être après le séquençage. Et ça, cette redondance, on va l'introduire sous la forme de copies. Alors, on va recopier beaucoup de fois l'ADN en utilisant la procédure que vous savez dans cette crise sanitaire de Covid, la procédure de PCR. Alors, avec cette technique, on va produire des copies de l'ADN, de brins d'ADN qu'on a synthétisés. Et comme ça, chaque fois qu'on veut utiliser l'ADN pour le lire, on peut faire plusieurs copies. Comme ça, on ne va pas perdre l'information pendant le séquençage. Par contre, la partie qui va être synthétisée, de copie qui va être synthétisée, ça va être détruite. On comprend bien que l'ADN a une durabilité incroyable et permet de stocker de grandes quantités d'informations dans un petit volume. Aujourd'hui, on maîtrise la synthèse, l'écriture et la lecture d'informations numériques sur ce support. Mais quelles sont les étapes qui restent à franchir pour son développement industriel ? Alors, bien que très prometteuse, cette solution de stockage doit faire face à 2 défis principaux. D'abord, la synthèse de l'ADN coûte assez cher pour l'instant. Alors, c'est pourquoi il est nécessaire de compresser les données avant le codage afin de réduire les coûts de la synthèse. Et deuxièmement, la procédure du séquençage est sujette aux erreurs. Alors, afin de garantir un codage plus robuste, il faut respecter quelques contraintes pendant le codage. Et c'est clair alors qu'il s'agit d'un codage restreint. Ça veut dire qu'il faut respecter quelques contraintes qui sont imposées par la procédure du séquençage. Alors, par exemple, il faut respecter en règle de ne pas avoir de répétition du même nucléotide plus que 3 fois. Il faut respecter quelques contraintes biologiques. Et donc, votre travail, c'est donc d'élaborer ces algorithmes de codage pour passer du binaire au quaternaire et puis d'opérer une compression. Mm-hmm. Mais il existe déjà plusieurs algorithmes de compression. On peut penser au MP3, au JPEG. Enfin, c'est des algorithmes qui existent finalement. Et pourquoi on a besoin de recréer de nouveaux algorithmes de compression dans ce cas particulier et pas simplement utiliser ceux qui existent déjà ? Alors, les algorithmes existants sont optimisés par rapport au code binaire, alors par rapport au code de 0 et 1.
les algorithmes de compression proposés par notre projet au laboratoire I3S sont des algorithmes qui s'adressent au code quaternaire, alors au code de l'ADN. Étant donné qu'il faut bien compresser les données d'entrée afin de réduire le coût de la synthèse élevé, il est nécessaire d'optimiser la compression en trouvant le bon compromis entre la qualité de la donnée et le coût de la synthèse. Alors, la plupart des travaux existants utilisent des algorithmes existants pour compresser les données numériques avant le codage. Par exemple, dans l'état de l'art, ils utilisent largement l'algorithme JPEG pour la compression des images qui donnerait une séquence binaire compressée. Et après la compression, chaque octet sera codé dans un mot quaternaire. Donc, si j'ai bien compris, au lieu de compresser en numérique, puis de transcoder tout simplement cette compression, on fait un algorithme qui compresse au moment du passage de la transcription entre le binaire et le quaternaire. Oui, c'est tout à fait ça. Est-ce que cette compression, elle se fait à partir d'une image déjà compressée en JPEG ou elle se fait à partir d'une image non compressée qui devient compressée en quaternaire ? Ça dépend aux besoins de l'organisme ou de la personne qui veut stocker leurs informations dans l'ADN. Oui, voilà. Il est possible de compresser encore plus, une image déjà compressée par le standard de JPEG, mais par contre, c'est mieux, en termes de qualité, par exemple, si on utilise de données qui ne sont pas compressées à l'entrée. Donc on voit que c'est une technologie qui est vraiment intéressante, mais où est-ce qu'on en est dans le développement ? Est-ce qu'aujourd'hui, on est capable d'écrire beaucoup d'informations en ADN, de pouvoir le lire rapidement ? Alors, pour l'instant, l'ADN s'adresse plutôt à l'archivage des données froides. Et ça, c'est parce que, en général, on va utiliser au milieu de technologies biochimiques, la synthèse de l'ADN, le séquençage. Alors ça, c'est quelque chose que pour l'instant, ce n'est pas automatisé. Alors, il faut envoyer les données dans un laboratoire, le synthétiser et le relire après le stockage. Et c'est ça pourquoi, pour l'instant, on ne peut pas imaginer de longues brins d'ADN être automatiquement produites à grande échelle. Mais ça, c'est quelque chose qui est envisageable dans 10 ans peut-être. Parce qu'en ce moment, même les technologies biochimiques sont en train de s'améliorer pour répondre aux besoins de l'informatique, du stockage des données numériques. Super, merci beaucoup. Merci à vous. L'ADN de synthèse comme solution de stockage promet une capacité et une durabilité très attrayantes. En attendant le développement de cette technologie, le papier reste la solution incontournable. Les solutions sont donc multiples et ne s'éliminent pas. Merci à Denise Ricard et Melpomene Dimopoulou de m'avoir reçu. Retrouvez les autres épisodes de la série Demain dans 1000 ans sur notre site andra.fr ou sur votre plateforme préférée.